Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la chimie organique. Pour introduire cette vidéo, observons l'équation de la réaction suivante. Au niveau des réactifs, nous avons de l'acide méthanoïque et de l'éthanol. Et au niveau des produits, on va avoir de l'eau, qui n'est pas l'objectif de cette réaction, et du méthanoate d'éthyle. En fait, c'est cette molécule-là que l'on veut produire. La question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Comment optimiser la production de méthanoate d'éthyle? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord revenir sur la façon dont on nomme les molécules en chimie organique. On appelle ça la nomenclature. Ensuite, nous ferons des révisions de première sur la spectroscopie infrarouge. Et enfin, nous verrons justement comment optimiser une réaction en chimie organique. Qu'est-ce que la chimie organique? La chimie organique, c'est une branche de la chimie qui va s'intéresser aux molécules qui sont constituées essentiellement de carbone. En fait, ce ne sont pas les seuls atomes qui constituent ces molécules, il y en a trois autres principalement, c'est l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. On donne ce terme de chimie organique parce que ces molécules, en général, sont originaires du monde vivant, donc des organismes, d'où ce mot de chimie organique. Pour présenter donc ces quatre atomes qui constituent les molécules de chimie organique, j'ai fait apparaître ici un exemple de molécule de chimie organique. On va recenser les différents atomes qui la constituent. Tout d'abord le carbone, avec les C, là vous voyez apparaître là, donc ce sont toutes les sphères noires. Ensuite l'hydrogène, ce sont toutes les sphères blanches, ici, là. Ensuite il y a l'oxygène, donc ce sont les sphères rouges, il y en a trois. Et enfin l'azote en bleu ici. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quel est le schéma de Lewis de ces quatre atomes et on va en déduire ce qu'on appelle la valence de chacun. Tout d'abord, commençons par le carbone. Voici son schéma de Lewis. Le schéma de Lewis consiste à représenter ici le symbole de l'atome et après uniquement les électrons de la couche externe. Donc le carbone contient 4 électrons sur sa couche externe. Ces électrons vont rester célibataires. C'est pour ça que la valence sera de 4, c'est-à-dire que le carbone aura la possibilité de réaliser 4 liaisons covalentes. Ensuite l'hydrogène, lui il a un seul électron, il sera monovalent, c'est-à-dire qu'il ne pourra réaliser qu'une seule liaison. Ensuite l'oxygène, lui il a 6 électrons sur sa couche externe. Alors il y en a 4 qui vont s'associer 2 par 2 et former ce qu'on appelle les doublés non liants, c'est-à-dire que ce sont des doublés qui n'ont pas participé à des liaisons covalentes. Donc il y a uniquement 2 électrons célibataires, donc lui il sera divalent, c'est-à-dire qu'il pourra réaliser 2 liaisons covalente avec d'autres atomes. Et enfin l'azote, lui il a 5 électrons sur sa couche externe, donc il y aura 2 qui vont être un doublé non liant et 3 électrons célibataires. Donc là on aura une valence de 3. En chimie organique, retenir donc cette valence associée à chaque atome, le carbone valence 4, l'hydrogène 1, l'oxygène 2 et l'azote 3. Quelles sont les différentes façons de représenter une molécule? Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple du méthanoate d'éthyle. Vous vous rappelez, c'était la molécule que l'on avait présentée à l'introduction et qu'on voulait synthétiser. Je vous fais apparaître ici la façon justement dont on l'avait représentée lors de l'introduction. On appelle ça la formule topologique. Quel est le principe de cette représentation? Tout d'abord, vous voyez les traits, vous voyez là, 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 ou la double liaison ici. Donc ce sont des liaisons, soit entre carbone-carbone, ce qui est le cas ici, ça en fait c'est un carbone, là aussi un carbone, soit entre carbone et oxygène, vous voyez c'est entre là et là, ou, c'est pas représenté ici, mais ça aurait pu être aussi un carbone et un azote. Donc dit autrement, vous voyez que les carbones et les hydrogènes liés au carbone ne sont pas représentés. Par contre, s'il y avait eu une simple liaison OH, là, le H on l'aurait représenté. Donc c'est les H qui sont associés au carbone et les carbones qu'on ne représente pas. Par contre, tous les autres atomes vont être représentés, c'est le cas ici de l'oxygène. Deuxième représentation d'une molécule, c'est la formule semi-développée. Donc là pareil, j'ai écrit la formule semi-développée du méthanoate d'éthyle. Donc la double liaison O, vous la retrouvez ici. Là, il y avait un carbone avec un H, que vous retrouvez ici. Simple liaison O, simple liaison CH2, simple liaison CC, avec 3 hydrogènes ici. Donc vous voyez, c'est là qu'on utilise la valence. Il faut savoir qu'à chaque carbone, il doit avoir 4 liaisons. Donc c'est le cas ici, 3 avec des hydrogènes, une avec l'autre carbone. Lui, il a une liaison avec un carbone, une liaison avec un oxygène, et donc il faut obligatoirement 2 hydrogènes, etc. On peut prendre l'exemple du carbone avec double liaison ici. Donc ce carbone-là, il est lié ici avec une simple liaison,
une autre avec un H ici et 2 avec l'oxygène. Donc on a bien toujours 4 liaisons. Quelle est la différence entre une formule semi-développée et développée? Sur la formule semi-développée, on ne va pas représenter les liaisons CH. Vous voyez, on ne fait pas le trait entre les C et H. Si on fait ça, on a la formule développée. Enfin, la troisième représentation, ce qu'on appelle la formule brute. Elle n'est pas très explicite, elle va juste recenser la nature des atomes qui constituent la molécule et leur nombre. Donc là, on a 3 carbones, 6 hydrogènes, 2 oxygènes. Ensuite, on va se poser la question suivante. Que sont 2 isomères de constitution? En fait, ce sont 2 molécules qui vont avoir la même formule brute, mais un agencement différent de leurs atomes. Alors, je vous donne un exemple d'isomère de constitution du méthanoate d'éthyle, c'est l'acide propanoïque. Là, vous avez la formule brute de l'acide propanoïque. Vous voyez que c'est bien la même que celle du méthanoate d'éthyle. Mais par contre, si on regarde leur formule semi-développée ici, là, on voit bien que ce n'est pas la même agencement, disposition des atomes. Quelles sont les différentes configurations du squelette carboné? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le squelette carboné? En fait, c'est la plus longue chaîne de carbone de la molécule. Et elle constitue la charpente d'une molécule organique. Tout d'abord, on va parler de molécules insaturées. Donc une molécule sera insaturée lorsqu'elle va contenir des liaisons doubles ou triples dans le squelette carboné. Par exemple, l'hexane, que vous voyez représenté ici avec sa formule topologique, est une molécule saturée. Par contre, l'X3N, à cause de cette double liaison ici, là, sera qualifiée de molécule insaturée. Ensuite, on va parler de molécules cycliques. C'est le cas lorsque le squelette est refermé sur lui-même. C'est le cas du cyclohexane que vous voyez ici, donc le squelette forme un cycle. Enfin, on va parler de molécules ramifiées. C'est lorsque le squelette présente des ramifications. Exemple avec le 3-méthylpentane. Donc ici, vous avez le pentane avec 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et là, vous avez une ramification qu'on appellera méthyle. Donc, c'est ce qu'on appelle une molécule ramifiée. Qu'est-ce qu'on appelle groupe et famille en chimie organique? Certains groupes d'atomes, qu'on appelle des groupes caractéristiques, vont conférer aux molécules des propriétés chimiques particulières. Et si plusieurs molécules possèdent un même groupe caractéristique, on dit qu'elles appartiennent à la même famille. Donc voici un tableau où on va recenser les différents groupes, familles et suffixes qu'on va utiliser dans la nomenclature des différents groupes au programme en terminale. Je commence par le groupe hydroxyle. Alors je vais vous expliquer ce que signifie ce R ou R'. Alors est-ce qu'on a un R'? En fait c'est un groupe d'atomes qui va commencer par un carbone. Donc là il y aura au moins un carbone qui sera relié. Après il peut y avoir un deuxième carbone ou 3 hydrogènes. Par contre quand on verra la lettre R, ça veut dire que c'est pareil, un groupe d'atomes commençant par un carbone, mais aussi ça peut être un seul hydrogène. Alors là vous voyez c'est R' parce que si j'avais mis un seul hydrogène, ça aurait fait la molécule d'eau. La molécule d'eau n'a pas de groupe hydroxyle. Les molécules qui contiennent ce groupe hydroxyle, on appelle ça des alcools. C'est la famille des alcools. Et son suffixe, ça va être ol. Deuxième groupe, c'est le groupe carbonyle. Vous voyez, vous avez de nouveau l'autre lettre R là. Groupe d'atomes commençant par carbone ou un seul H. Simple liaison, un carbone, double liaison O. Ça c'est la famille des aldéhydes. Et le suffixe, ça sera al. Ensuite, vous avez le groupe carbonyle qu'on retrouve une deuxième fois. Mais en fonction, vous voyez là en fait, il y avait R. Donc R peut avoir un hydrogène, et là, forcément, c'est un hydrogène. Donc là, un carbone, un hydrogène, et un hydrogène. Et là, c'est forcément un carbone et un carbone. Donc en fait, c'est où est-ce que se situe la double liaison O dans la chaîne carbonée. Donc si elle est en fin de chaîne, on appelle ça une aldéhyde, et si elle est au milieu, une acétone. Et son suffixe, ça va être on. Ensuite, carboxyle. Donc là, ça doit vous rappeler les souvenirs de l'acide base. On appelle ça la famille des acides carboxyliques. On retrouve la double liaison O-OH. On l'avait vu notamment avec l'acide éthanoïque. Donc la nomenclature, en fait, le suffixe, ça va être acide oïque. Nouveau groupe, c'est le groupe ester, avec R, R'. Sa famille, c'est le même nom, c'est ester. Et le suffixe, ça va être oate de il. On verra plus tard ce que l'on met là et là. Ensuite, les amines. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, il va y avoir des azotes. La famille, c'est le même nom, c'est amine. Et le suffixe va être amine aussi. Ensuite, les amides. Alors, les amides, c'est la fusion, on va dire, entre le groupe amine et carbonyle. Et la famille, c'est amide aussi. Et le suffixe amide aussi. Et pour finir, le groupe halogéno. Donc là, c'est R', donc que des carbones, reliés à X. Alors, X, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les halogènes. C'est l'avant-dernière colonne de la classification périodique, juste à côté des gaz rares. Donc c'est le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. En fait, il leur manque un seul électron sur leur couche de valence. Donc ils vont être monovalents, c'est pour ça qu'ils vont pouvoir se lier à un carbone. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des halogéno-alcanes. Et le suffixe, c'est halogéno.
Ensuite, je vais vous faire une petite parenthèse là pour vous expliquer que là on a vu qu'on avait un groupe et donc une famille qui en découlait. Mais il existe des molécules qui ont plusieurs groupes caractéristiques. On appelle ça des molécules polyfonctionnelles. C'est le cas de cette molécule-là, où là vous reconnaissez le groupe hydroxyle, qu'on avait vu ici, et là le groupe carboxyle. Cette molécule-là n'appartient ni à la famille des alcools, ni à la famille d'acides carboxyliques. En fait, c'est une molécule dite polyfonctionnelle. Quelles sont les règles de la nomenclature officielle? On va adopter une méthode en 4 temps. Le premier temps va consister à repérer le groupe caractéristique qui donnera le suffixe au nom de la molécule. Deuxième temps, on identifie le squelette. Vous vous rappelez, c'est la chaîne carbonée la plus longue qui va obligatoirement contenir le carbone du groupe caractéristique. Et le nombre de carbone du squelette donne le nom principal. Là, je vais vous donner en fonction du nombre de carbone le nom correspondant. S'il y a un seul carbone, le nom sera meth. S'il y en a 2, et. S'il y en a 3, prop. S'il y en a 4, but. S'il y en a 5, pent. S'il y en a 6, hex. S'il y en a 7, hept. S'il y en a 8, oct. S'il y en a 9, non. Et s'il y en a 10, dec. À partir de 5, ça, ce sont des préfixes qui viennent du grec. Ensuite, troisième temps, on va numéroter la chaîne carbonée, donc le squelette, de telle sorte que le carbone du groupe caractéristique est le plus petit numéro. Si ce squelette contient des ramifications, alors s'il y en a un, on appellera ça un groupe méthyle, s'il y en a 2, éthyle, s'il y en a 3, propyle, et on va noter sa position sur le squelette. Nous allons appliquer donc ces 4 étapes à l'exemple suivant. Imaginons qu'on ait cette molécule-là et on veuille donner son nom de manière officielle. Premier temps, on va repérer le groupe caractéristique. Donc ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc en fait c'est le C double liaison O qu'on appelle le groupe carbonyle. Et parce qu'elle ne se trouve pas en fin de chaîne carbonée la plus longue, en fin de squelette, donc ni ici ni là, on appelle ça une cétone. Son suffixe, ça sera on. Ensuite, le carbone du groupe caractéristique appartient donc à cette chaîne carbonée la plus longue là. Donc si on compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc le nom principal de la molécule sera pent, pentone. Et ensuite on va numéroter donc cette chaîne principale, sachant que le carbone du groupe caractéristique doit avoir le plus petit numéro possible. Donc si on avait commencé 1 ici, ça n'aurait pas été bon, puisqu'on aurait eu 4 là. Et là, donc en commençant 1 là, on a 2. Donc 2 étant plus petit que 4, c'est bien la bonne numérotation. Donc le groupe caractéristique se trouve sur le deuxième carbone de la chaîne carbonée principale. Ensuite, vous avez remarqué ici, il y a ce qu'on appelle une ramification qui est située sur le troisième carbone. D'où le nom de la molécule, 3-méthyle. Ça veut dire que sur le troisième carbone est greffée une ramification. Comme il y a un seul carbone, ça s'appelle méthyle. Donc 3-méthyle. Pent, parce qu'il y a 5 carbones dans le squelette. Et 2-on, parce que sur le deuxième carbone se trouve donc le groupe caractéristique cétone. Donc d'où le suffixe on. Donc cette molécule s'appelle 3-méthylpent2-on. Comment interagissent les ondes électromagnétiques avec la matière? Donc voici ce qu'on appelle un spectre des ondes électromagnétiques avec ses différents domaines. Donc vous voyez ici nous avons les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, le visible, les ondes infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Alors nous allons nous intéresser au domaine des infrarouges, puisque nous allons faire de la spectroscopie infrarouge. Les ondes infrarouges ont une longueur d'onde plus grande que les ondes visibles. La longueur d'onde croît ici de la droite vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe lorsque des ondes infrarouges interagissent avec la matière? Alors certaines liaisons contenues dans les molécules vont s'étirer, s'agiter, se tordre. C'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, vous avez des étirements, cisaillements, bascules, agitation, torsion. Donc on dit que ces liaisons rentrent en résonance avec les longueurs d'onde auxquelles elles sont soumises. Donc ces longueurs d'onde vont être absorbées par ces liaisons. Et ainsi, un spectre infrarouge va nous permettre d'identifier ces liaisons présentes dans une molécule. Donc on ne va pas identifier une molécule, mais des liaisons d'une molécule. Comment se présente un spectre infrarouge? Voici un exemple de spectre infrarouge. Alors qu'est-ce que nous avons en abscisse? En abscisse, nous avons une certaine grandeur qu'on appelle le nombre d'ondes et dans l'unité le centimètre moins 1. Alors cette grandeur, c'est noté sigma, la lettre Y sigma ici. En fait, c'est quoi le nombre d'ondes? C'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc si j'exprime la longueur d'onde en centimètres, j'aurai le nombre d'ondes en centimètres moins 1. Alors à noter que vous voyez, ici le nombre d'ondes n'est pas
croissant, il est décroissant. De 3500, il va à 1000. Donc dit autrement, en fait, c'est la longueur d'onde qui serait croissante. En ordonnée, nous avons ce qu'on appelle la transmittance. On notera T et ça n'a pas d'unité. Alors je vais vous expliquer grâce à ce petit schéma à quoi correspond la transmittance. Donc imaginez que vous mettiez ici certaines molécules en solution dans une cuve et vous l'éclairez avec une certaine intensité lumineuse I0 incidente. La lumière en infrarouge va traverser la cuve qui contient notre molécule à étudier et donc je vais mesurer ici l'intensité de ce qui a été transmis. Et donc le rapport de l'intensité transmise sur l'intensité incidente est égal à la transmittance. Donc dit autrement, lorsque la transmittance est maximale, c'est que rien n'a été absorbé. Par exemple ici, vous voyez quand c'est quasiment proche de 1, on peut dire qu'on n'a pas d'absorbance. Par contre, ici là, on a ce qu'on appelle une bande d'absorbance, c'est-à-dire que là, très peu d'intensité va sortir de notre solution, tout aura été absorbé. Comment analyser un spectre infrarouge? Donc là, vous voyez, j'ai repris le spectre qu'on avait vu sur la diapo précédente. Et en général, donc à partir de ce spectre, on doit identifier la molécule correspondante. Nous là, on va faire l'inverse. Je vous donne la molécule et on va essayer de voir si la molécule correspond au spectre. Donc la molécule, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est de l'acide éthanoïque. Tout d'abord, dans un spectre, on va distinguer deux régions. Une région où les bandes d'absorption ne pourront pas être exploitables. Donc en dessous de 1500, on considère que tous ces pics, toutes ces bandes-là ne sont pas exploitables. Par contre, au-delà de 1500, là, on va pouvoir les exploiter et donc identifier des liaisons correspondantes. Pour identifier ces liaisons, vous aurez toujours en données ce qu'on appelle des tables spectroscopie infrarouge, auxquelles vous avez les liaisons là, sont associées donc le nombre d'ondes correspondant. Alors nous, on va les faire une par une les liaisons. Je vais commencer par la double liaison CO ici, qui appartient donc au groupe carboxyle. Parce que vous voyez, les doubles liaisons CO, il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4 ici. Et après là, il faut lire à quel groupe elles appartiennent. Donc là, c'est cétone, aldéhyde, ester, carboxylique acide. Donc c'est bien celle-là qui correspond à notre molécule. Donc la bande d'absorption va être comprise entre 1725 et 1700. Donc on regarde ici et en fait c'est ça là. Donc ça correspond bien à notre double liaison CO. Ensuite, maintenant si je m'intéresse à la simple liaison OH ici. Pareil, je cherche les liaisons OH. En fait, il n'y a que ici, donc là j'ai pas le choix, mais je peux vérifier, vous voyez, il y a bien acide carboxylique, donc c'est bon. Et là, il nous dit que le nombre d'ondes, il est compris entre 3650 et 3590. En fait, c'est le tout petit pic qui est là. Lui, en fait, il correspond à la liaison OH. Et enfin, je peux m'intéresser aux simples liaisons CH ici. La liaison CH, il y en a deux possibilités. Aromatique, là, si vous voyez, c'est quand on avait des cycles. Donc en fait, c'est celui d'en haut, c'est simple alcane. Et donc là, on nous précise, c'est entre 2962 et 2853. Donc en fait, c'est avant 3000, c'est le petit pic qui est ici. Donc ça correspond aux liaisons CH du CH3 ici. Quelles sont les conditions pour qu'une réaction chimique ait lieu? Donc on va prendre l'exemple de cette réaction-là, l'équation d'une réaction générale. Donc alpha A plus bêta B donne gamma C plus delta D. Donc c'est une réaction équilibrée. On va appeler le sens 1 le sens où les réactifs forment les produits, et le sens 2, les produits donnent les réactifs. Notre critère pour savoir si la réaction a lieu dans les bonnes conditions, ça va être ce qu'on appelle le rendement par rapport à C ou D, un des deux produits. Voilà comment on définit ce rendement. Donc la lettre état grec, c'est le rapport de la masse obtenue réellement lorsque la réaction a lieu sur la masse théorique, dit autrement la masse maximale. Et comme vous vous rappelez que la masse est reliée à la quantité de matière en multipliant par la masse molaire, je peux écrire que le rapport des masses est aussi égal au rapport des quantités de matière. Alors on va avoir deux types de conditions. Les conditions cinétiques qu'on verra plus tard et les conditions thermodynamiques. Tout d'abord, les conditions thermodynamiques, vous vous rappelez, on a une grandeur qu'on appelle la constante d'équilibre qui dépend de la température. En général, on se place à 25 degrés. Et on va comparer ce qu'on appelle le quotient de réaction à cette constante d'équilibre. Parce que l'on sait que ce quotient de réaction tend vers la constante d'équilibre et à l'équilibre, justement, il y a égalité. Donc là, je vous donne l'expression du quotient de réaction en fonction des concentrations des produits et des réactifs. Et vous vous rappelez, on fait apparaître comme ça un axe horizontal où là, l'axe représente le quotient de réaction et on met la constante d'équilibre. Si mon quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a marqué là, lui doit augmenter pour tendre vers K. Et comment on fait ça en fait? Il faut faire augmenter les concentrations des produits et diminuer les concentrations des réactifs. Donc la réaction va avoir lieu dans le sens 1. Maintenant, si dans le cas inverse, j'ai un quotient de réaction qui est supérieur à ma constante d'équilibre, là ça va être le phénomène inverse. Donc je vais faire diminuer mes concentrations
de D et augmenter mes concentrations de A et de B. La réaction va avoir lieu dans le sens 2. Conclusion, que peut-on faire pour forcer le sens 1? C'est de faire en sorte que le quotient de réaction reste toujours inférieur à la constante d'équilibre. Donc il faut faire chuter QR et pour ça il faut ajouter des réactifs et éliminer au fur et à mesure les produits. Alors ceci peut être résumé par le principe de Le Chatelier. Alors qu'est-ce qu'il dit ce principe? Il dit qu'un système chimique à l'équilibre, soumis à une perturbation, donc en fait on se trouve ici, lorsqu'on le perturbe, il va évoluer de manière à s'opposer à cette perturbation. Donc dit autrement, imaginez, vous êtes là à l'équilibre et vous ajoutez des réactifs et vous éliminez des produits. Et bien lui il va faire quoi? Il va faire en sorte de consommer ce que vous avez rajouté et de compenser ce que vous avez éliminé. Donc la réaction aura lieu dans le sens. Après les conditions thermodynamiques, nous allons voir maintenant les conditions cinétiques. Parce qu'il faut toujours avoir en tête qu'une réaction peut très bien être favorisée thermodynamiquement, mais être bloquée cinétiquement. Ça veut dire que la vitesse étant tellement lente qu'on a l'impression que la réaction n'a pas lieu. Comment doit-on procéder pour augmenter la cinétique d'une réaction? Donc là, nous allons revoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Alors le premier facteur, c'est la température. Et vous vous rappelez que plus la température est élevée, plus la réaction est rapide. Ensuite, deuxième critère, c'est la concentration en réactif. Et on avait vu qu'en cinétique, plus les réactifs sont concentrés, plus la réaction est rapide. Et on vient de voir qu'en thermodynamique, aussi ce facteur-là, il favorise thermodynamiquement la réaction dans le sens 1. Puisque lorsqu'on rajoute des réactifs, on va avoir tendance à les consommer, d'après le principe de Chatelier. Et troisième facteur, c'est la présence d'un catalyseur. Et vous vous rappelez qu'en cinétique, un catalyseur favorise la réaction. Donc ça va être moyen d'augmenter la cinétique d'une réaction. Quelles sont les techniques utilisées en chimie organique pour optimiser le rendement d'une réaction? Nous allons voir deux montages qui permettent justement d'optimiser ce rendement. Et ces deux montages ont trois objectifs. D'abord, c'est optimiser le contact entre les réactifs. Après, c'est d'augmenter la température. Et aussi, les deux montages vont permettre de maintenir la pression constante égale à la pression atmosphérique. Alors, le premier montage, c'est ce qu'on appelle un montage à reflux. Alors, je vous le décris ici. En fait, ici, on a un chauffe-ballon qui est sur un support élévateur. Alors lui, son rôle, c'est que si par exemple il y a un souci, on peut rapidement baisser ici le support élévateur et en fait arrêter le chauffage. Parce que si on avait juste coupé le chauffage grâce au bouton ici, en fait par inertie thermique, le chauffe-ballon serait resté chaud, aurait continué à chauffer. Donc en baissant ici le support, on retire le système de chauffage, donc on ne chauffe plus le milieu réactionnel. Donc les réactifs vont être mis ici, dans ce qu'on appelle un ballon. Au-dessus du ballon, on a ce qu'on appelle un réfrigérant à boule qui va être alimenté par de l'eau provenant du robinet, donc à 20 degrés, et qui va refroidir ce qui va se trouver dans le conduit ici. Qu'est-ce qui se trouve dans le conduit ici? En fait, ce sont les réactifs ou les produits qui vont avoir une température d'ébullition relativement basse et qui vont passer à l'état vapeur. Et pour empêcher qu'ils sortent du milieu réactionnel, on les refroidit, on les recondense et ils retombent dans le milieu réactionnel. Quel est l'avantage de ce montage-là? C'est que réactifs et produits sont conservés dans le ballon. Deuxième montage, c'est le montage avec colonne distillée. Donc quelle est la différence? Vous voyez, au lieu d'avoir un réfrigérant à boule avec une circulation d'eau pour refroidir la vapeur, là, on n'a plus la circulation de l'eau. On appelle ça une colonne de Vigreux. Ici, c'est fermé. On a un thermomètre qui va permettre d'identifier la nature des vapeurs qui vont arriver ici. Et c'est ici, vous voyez que les vapeurs vont être dirigées là. Et là, on a un réfrigérant droit, pareil, qui va être parcouru par de l'eau de manière à condenser les vapeurs. Et cette fois-ci, vous voyez, la vapeur ne va pas retomber dans le milieu réactionnel, mais va être séparée. Et on la récupère ici et on appelle ça le distillat. Alors quel est l'avantage de ce montage-là? Ce qui va permettre de séparer ou d'extraire les produits. Et vous vous rappelez, ça c'est un critère thermodynamique, c'est-à-dire si je fais diminuer la concentration en produit, eh bien, je vais favoriser ma réaction dans le sens 1. Par contre, la condition pour que ce soit bien un produit qu'on récupère là, c'est que le produit ait une température d'ébullition inférieure aux autres réactifs. Sinon, ce sont les réactifs qu'on va retrouver ici. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment optimiser la production de méthanoate d'éthyle? Donc tout d'abord, je vais vous réécrire l'équation de la réaction, mais en utilisant donc les formules semi-développées à la place de la formule topologique. Pour produire le méthanoate d'éthyle, on va utiliser un montage à colonne à distiller. Pourquoi? Alors on va le justifier, vous allez voir, grâce au tableau ici. Vous voyez, là nous avons affaire aux deux réactifs et là aux deux produits. Et on voit que parmi ces quatre, celui qui a la température d'ébullition la plus basse, c'est justement le méthanoate d'éthyle. D'où l'intérêt d'utiliser ce montage à colonne à distiller. Puisque quand on va chauffer ici le milieu réactionnel, donc celui qui va passer à l'état vapeur le premier, ça sera le méthanoate d'éthyle. Donc il va monter ici à l'état vapeur,
Là, je vais pouvoir vérifier avec mon thermomètre que la température sera voisine de 55 degrés. Et là, je vais le condenser grâce à la circulation de l'eau fraîche et ainsi récupérer le méthanoate d'éthyle à l'état liquide ici. Et donc, en faisant ça, je réalise une condition thermodynamique qui va favoriser la production de méthanoate d'éthyle puisque j'extrais du milieu réactionnel le méthanoate d'éthyle. Ensuite, au niveau des conditions cinétiques, ce que je vais faire, donc en chauffant ici, à une température, elle sera voisine de 55 degrés, je vais favoriser cinétiquement la réaction. Si on faisait cette expérience-là, on pourrait rajouter de l'acide sulfurique, qui n'apparaît pas ici, vous voyez, dans l'équation de la réaction, mais qui va jouer le rôle d'un catalyseur et favoriser cinétiquement la réaction. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent, les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.